Joie de vous accueillir pour ce congrès, ce premier congrès sur le monde vibratoire. On est un petit peu quand même dans des périodes de changement, je pense que tout le monde l'a remarqué maintenant. Celui qui ne l'a pas remarqué, il a vraiment la tête dans le sable, tant mieux pour lui, mais quand il va la sortir, ce sera peut-être moins drôle. Mais sinon, on voit que les choses changent. Qui dit changement, parce qu'on a eu droit à une belle pause grâce au Covid, une opportunité peut-être de enfin s'arrêter, réfléchir, faire un petit reset ou se questionner. C'est vrai que quand on court sans arrêt, on ne se questionne jamais. Quand les choses s'arrêtent, on se dit ah ouais, mais ça j'ai pas envie de recommencer, et ça je ferais bien autrement. Donc c'était parfait, cette pause mondiale, c'était une pause mondiale, pour quelque part mettre en route ces changements de paradigme. Et c'est dans cette optique-là aussi que ce congrès sur le monde vibratoire a été créé. Parce que petit à petit, on est en train de quitter une pensée qui est uniquement matérialiste, qui est uniquement en fait coupée et non reliée. Et petit à petit, on commence à s'ouvrir sur plus grand, plus relié. Et ça demande évidemment une ouverture d'esprit, ça demande aussi une exploration, et ça demande quelque part d'autres compréhensions ou d'autres liens qu'on peut faire en nous, de même qu'allumer d'autres parts de notre cerveau. Et donc, c'est un petit peu tout ce principe-là qui est, je dirais, résumé dans le monde vibratoire. Et au cours des 2 jours, vous aurez l'occasion d'avoir des présentations qui sont à la fois des partages, du vécu, de l'exploration, des choses qui animent les intervenants, voire même des exercices pratiques qu'on va ressentir. C'est un peu tout ça qu'on vous propose sur ces 2 jours pour pas seulement venir écouter, comprendre, mais venir ressentir, vibrer, le vivre complètement. Voilà. Et en plus, on a une météo incroyable, dans un lieu incroyable. C'est jamais drôle des fois de rester assis dans des salles, mais là on a l'impression d'être à bord un petit bout de nature avec nous, tellement c'est ouvert, et je crois que c'est vraiment l'adéquation avec ce qu'on souhaite, en tout cas, proposer de ne plus être séparés, reliés. Voilà le principe. Et puis, pour débuter ce congrès, qui, bien sûr, va aussi aborder nos outils, il va parler probablement de l'émanoscope, notre outil qu'on a conçu depuis des années, pour explorer ce paradigme vibratoire que certains connaissent, d'autres pas. On va parler probablement de la Feeling Box, qui est notre outil qu'on a depuis bien quelques années. Même si vous ne connaissez pas ces outils, ça peut être l'occasion, pendant les pauses, de poser à quelqu'un « tu connais, tu peux m'expliquer » ou « j'en sais rien », à créer du lien. Mais ce congrès n'est pas autour de l'émanoscope, mais bien sûr, il sera peut-être, probablement, bien présent aussi, car il n'y a pas tant d'outils que ça pour explorer le vibratoire, à part notre propre sensibilité, qui est quand même l'outil de base. Point numéro 1, avant d'utiliser n'importe quel outil. Voilà. Et pour commencer, nous commençons par une présentation de Stéphane, qui va mettre en avant la conscience quantique, qui est évidemment reliée au principe vibratoire. Donc, je vous laisse en sa compagnie. Voilà, donc je suis très heureux de vous retrouver, parce que je vous connais quasiment tous. Donc c'est vrai qu'on avait interrompu avec le Covid en 2019, et puis moi je suis resté dans ma grotte pratiquement pendant 5 ans, donc je ne suis pas ressorti pour faire des conférences et quoi que ce soit pratiquement depuis cette époque. Donc ça fait drôle d'être de nouveau devant 100 personnes à causer, quoi, à faire mes théories comme d'habitude. Voilà. Vous me connaissez, donc voilà, ce sera un gros truc théorique. Parce que d'autres personnes auront des exemples, et puis moi je suis resté dans la théorie. Bon, la période pendant 4 ans a été quand même assez compliquée. Bon, certains savent que j'ai fait un AVC et puis que bon, ça reste quand même difficile, quoi. Mais je vais rester debout pour causer parce que je préfère. Oui, la conscience quantique. Par rapport au nouveau paradigme, parce que tout le monde en parle et que, oui, dans ce nouveau paradigme, il y a la conscience quantique. Alors, je vous expliquer ce que j'entends par là. Parce qu'en fait, c'est un peu ce qui me tient à cœur et que je voulais vous présenter, qui est une autre manière de percevoir la réalité. C'est surtout ça, quoi, de comment il y a une certaine vision du monde. Et puis, vous savez que j'aime bien entraîner les gens dans ma manière de voir le monde. Alors voilà, je vous propose ce petit voyage. Donc là, c'est la conscience quantique. Ça permet d'expliquer un petit peu l'humain d'une autre manière, parce qu'on a une vision qui est toujours très
matériel, physique, souvent chimique, donc on voit les choses liées à la mécanique, thermodynamique et tout ça, pour expliquer le corps. Donc on a de la tuyauterie, on a des, voilà, avec des organes qu'on peut remplacer, c'est un peu le monde dans lequel on vit, et surtout avec la médecine qui est comme ça, très réparatrice à penser que sur le plan physique. Et en fait, moi j'ai plutôt l'impression qu'on s'achemine vers quelque chose qui est plus ouvert, plus holistique. Le mot à la mode, c'est intégratif. Donc médecine intégrative, c'est le mot qui est un petit peu utilisé maintenant, mais qui englobe plein de plans de conscience. Alors j'ai mis là les plans, bon, physique, énergétique, émotionnel et mental, c'est les plans habituels du plan personnel. Donc le physique, on sait, la médecine est beaucoup dans cet aspect physique. L'énergétique, ben, c'est souvent combattu, parce que c'est les thérapeutes, c'est l'acupuncture, c'est toutes ces pratiques énergétiques, donc ça c'est dans ce domaine-là. Et puis l'émotionnel et le mental, ben, généralement c'est le domaine des psys. Donc quand un médecin dit que, parce que quelqu'un a mal, et puis qui dit que, ben, voilà, c'est pas physique, allez voir un psy, la personne va aller voir un psy qui lui dit, écoutez, c'est pas psy, c'est dans votre corps, allez voir un médecin. Donc résultat, les gens ne savent plus où aller, et puis ils s'orientent vers bah, où ils peuvent, quoi. Et donc des fois ils viennent vers moi en disant, vous êtes mon dernier espoir, j'adore ce genre de truc. Et donc, bah, voilà, c'est comme ça qu'ils débarquent chez des gens qui font d'autres pratiques, d'autres types de thérapies. Et puis après, il y a 3 éléments qui sont plus liés à du transpersonnel, puisqu'il y a 4 propriétés personnelles. Donc on a le familial, c'est un premier cercle autour de la personne. Il y a un deuxième cercle, plutôt sociétal, qui englobe plus d'individus. Et puis le dernier, qu'on peut dire spirituel, mais qui est aussi, je dirais, lié à l'humanité tout entière, quoi. Donc on voit des cercles successifs, qu'on appartient à des groupes toujours plus grands, quoi. Et je classe le spirituel là-dedans, quoi. En gros, c'est qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. Après, on est avec des autres personnes dans une famille, en fait. Ça résume le truc. Pour expliquer les 7... c'est pas les 7 plans qu'on a dans Emmanuel, c'est pas tout à fait pareil, mais ça y ressemble, quoi. J'aime bien diviser les choses par 7. C'est une habitude, j'ai tout un savoir lié à la théosophie, à l'anthroposophie, donc j'ai souvent divisé les choses par 7. Je vous montrerai aussi des divisions par 3. Je vous dis, on reste dans les théories. La deuxième partie, au milieu, c'est pour expliquer des démarches, parce que les démarches, elles sont, à mon avis, très importantes, parce qu'on se heurte beaucoup à ça, et qu'il y a d'un côté une démarche scientifique qui veut toujours prouver, qui veut mesurer, qui fait des statistiques, qui veut reproduire des expériences, puis de l'autre côté, il y a une démarche qui est plutôt mystique, qui est plus liée au corps et au cœur, et qui est plutôt dans le ressenti, dans les expériences, et puis où on se dit, mais moi je sais que c'est ça, je le vis dans mon corps, je sais que c'est juste. Puis l'autre dit, mais prouve-moi que c'est juste. Et je m'en fous, moi, qu'on prouve que c'est juste. Je l'ai ressenti, donc c'est juste. Voilà, et puis souvent, il y a un peu un combat entre ces deux démarches. Et après, ben, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on est très dans la démarche mystique, on ne comprend pas vraiment les autres. D'ailleurs, il y a une incompréhension générale entre les deux parties. Et puis, l'autre veut absolument qu'il y ait des explications, alors que l'autre n'a absolument pas rien à faire, quoi. Et on perd de l'énergie quand on est dans une démarche mystique, à essayer de prouver aux autres. Du coup, c'est beaucoup d'énergie perdue à dire, mais non, mais vous savez, c'est ça, il faut ressentir. Alors moi, je perds plus de temps, ça fait longtemps qu'on a combattu, j'ai toujours essayé de concilier les deux, et d'avoir une partie plus mystique, une partie plus scientifique. Alors, ce qui est le plus drôle, c'est que les scientifiques disent que je suis totalement mystique. Bon, je n'ai pas tort. Bon, voilà, l'ésotérisme, voilà, moi, je m'y connais, donc c'est clair. Et puis les mystiques, ils disent que je suis trop scientifique. Bon, bah, du coup, je suis nulle part, quoi. Je suis entre les deux. Donc, je disais qu'on perdait beaucoup d'énergie à vouloir expliquer à des gens qui ne se ressentent pas. Alors moi, quand les gens ne ressentent pas, je dis, bah, on ne peut pas causer, on peut aller plus loin. Si vous ne ressentez pas, c'est terminé, quoi. Mais il y a des fois des scientifiques qui ressentent, et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'au moins ils ressentent, ils se disent, ah, il y a un truc que je n'ai pas compris, et je veux comprendre.
Alors je les laisse chercher, parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, si un petit peu, mais je perds plus mon temps avec ça. Voilà, le besoin de reconnu, des deux côtés, tout le monde a besoin d'être reconnu, donc c'est normal. Mais une fois, c'est parce que l'on sait et ce que l'on fait, et puis l'autre, c'est plutôt parce que qui l'on est. Et on est toujours dans une société, on demande toujours qu'est-ce que tu fais? Je fais rien, je suis. Voilà, je suis moi-même. Mais on est toujours là-dedans, dans cette idée de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu. C'est un langage courant, quoi. Surtout en Suisse. Hein. Parce qu'en Suisse, tu fais rien et puis tu n'as pas de métier, alors tu n'es plus personne, quoi. En Suisse, c'est très très marqué, ce genre de choses avec le travail. Ça dépend avec qui je suis, je choisis qui je suis à ce moment-là, ma fonction, quoi. Et puis je m'invente mon métier, tous les 5 ans je change de métier. En fait, je change, pas mon métier, pas ce que je fais, mais je change de nom. Comme ça j'ai l'impression de faire un nouveau métier, mais en réalité c'est toujours le même, quoi. Alors maintenant je suis psycho-énergéticien, si jamais, officiellement. Avant j'étais bioénergéticien. Voilà. Vous rigolez, mais bon. Il y en a où c'est important qu'on leur dise ce qu'on est, parce que sinon la discussion elle est close très rapidement, quoi. Voilà. Et puis il y a l'histoire de la dualité, non-dualité, on pourrait dire même l'unité. Donc, parce que dans la démarche scientifique, il y a toujours le fait qu'on est, c'est le principe de l'objectivité, donc il y a nous et l'objet que l'on observe, l'objet de la recherche. Donc on est séparés. C'est-à-dire qu'on regarde quelque chose, on analyse quelque chose, mais on n'est pas la chose, on ne vit pas la chose. Tandis que dans la démarche mystique, on ne va pas mesurer un arbre, on devient un arbre, on intègre l'énergie de l'arbre, donc c'est quelque chose de très différent. Mais à la fin, donc c'est la subjectivité. Subjectivité ne veut pas dire que c'est faux, que c'est subjectif, que c'est pas vrai. C'est les scientifiques qui nous font croire que subjectif veut dire que c'est faux. Mais c'est pas faux. Soit c'est vrai, soit c'est faux, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai ou c'est faux. Ça veut dire que subjectif, c'est différent de objectif. Donc subjectif, ça veut dire que vous êtes vous-même partie prenante. Alors pour ceux qui ont Emano et qui font des mesures, ils savent très bien que quand vous mesurez quelque chose, il y a vous en tant qu'observateur, et c'est super important. Parce que si quelqu'un d'autre mesure le même objet, il va avoir une réponse différente. Pourquoi? Parce que ça s'adapte directement à l'observateur. Voilà pour les deux démarches. Il faut bien comprendre, c'est un peu les deux parties du cerveau. Une fois c'est un peu à gauche, la démarche scientifique, une fois à droite. Alors l'idéal c'est de faire fonctionner le cerveau avec les deux côtés en même temps. C'est pas mal, je vous dis, c'est intéressant d'utiliser les deux, pas qu'un seul, quoi. Dessous, j'ai juste mis que oui, ça c'est vrai qu'il y a toujours les luttes d'ego, c'est moi qui ai raison, donc c'est jaune et vert Paul, puis les jeux de pouvoir, c'est moi qui commande, donc ça c'est le chakra bronze, c'est l'harmonique. Donc après, on veut toujours prouver qui a raison. Alors, qui a raison des deux? Les deux ont raison, mais ils ne vivent pas la même chose. Ils n'expérimentent pas le monde de la même manière. Alors, je vais vous parler du champ quantique. Le champ quantique, c'est un mot qui existait déjà, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça vient de Erwin Laszlo, qu'on a rencontré en 2013 et qui j'ai trouvé très intéressant. C'est un vieux bonhomme, il avait 80 ans à l'époque, je pense qu'il vit encore, mais il a écrit un nombre incroyable d'ouvrages publiés dans au moins 20 ou 30 langues, c'est un truc juste énorme. Et Erwin Laszlo a écrit un bouquin sur justement, il a écrit là sur le champ akashique, et je me suis dit, ah mais là, il a vraiment tout compris. Du coup, j'ai adopté ce mot-là pour la suite. Donc ce champ, c'est connu depuis très longtemps, puisque dans l'Inde védique, il y avait déjà ce mot-là. Akasha, c'est de toute façon un mot sanskrit, et qui a été récupéré après, on voit de l'autre côté, j'en ai après. Et donc, ensuite, ça a été plus ou moins oublié, et repris par quelques personnes comme Nikola Tesla, qui l'appelait champ éthérique, qui est un mot que j'utilisais beaucoup avant avec le corps éthérique.
Le champ d'énergie, moi, tout était éthérique. Éthérique, ça voulait dire que c'était de l'information, de l'énergie qui circulait. Je ne sais pas si c'est de l'énergie qui circule, mais c'est en tout cas de l'information qui circule. Donc le champ éthérique de Nikola Tesla, après il y a le champ unifié ou unitaire d'Einstein, le champ A ou Akashic A, c'est Akashic A parce que c'est le premier, ça va de A à Z, donc c'est le champ A, c'est le premier. Mais ça joue bien parce qu'Akasha commence aussi par A, donc c'est parfait. Et puis l'énergie, le champ du point zéro de Greg Braden, c'est aussi les champs morphogénétiques de Rupert Sheldrake, le champ des possibles de Philippe Guimand. Donc toutes ces personnes qui sont maintenant des scientifiques reconnus, mais en fait ils sont reconnus entre eux. En réalité, au niveau des scientifiques, il y a une grande bataille à ce niveau-là. Et les gens ne sont pas d'accord. Donc la plupart sont un peu, on va dire, scientifiques alternatifs. Donc ils pensent un peu autrement. Mais j'aime bien les scientifiques alternatifs parce qu'ils pensent comme moi. C'est pratique. Parce que quand j'expérimente quelque chose et que je ne sais pas comment l'expliquer, ben on a justement ces personnes qui l'expliquent. Mais à leur manière, chacun a une façon de voir les choses. Mais au final, ils parlent de la même chose. C'est pour ça que je vous mets un peu tous ces mots, parce qu'ils sont assez équivalents. Il y a des petites différences, bien sûr. Chaque fois, chacun va dire des petites nuances, mais au final, ça revient à la Akasha. Et puis d'autres noms. Alors, moi j'utilise champ quantique, il y a le champ d'information non local aussi, c'est un mot qui existe. Voilà, ça veut dire qu'il ne dépend pas de l'espace et pas du temps, c'est hors temps, hors espace. Et puis la matrice, c'est un mot qui est aussi utilisé dans le film, d'autres, ce truc. C'est clair que c'est un mot qu'on voit chez certains. Alors après, il y en a qui sont plus scientifiques, il y en a qui sont plus avec un côté rebelle et conspirationniste, donc voilà. Entre autres, matrice, c'est clair que c'est une certaine connotation plus rebelle, et plus, voilà, il faut prendre la petite pilule, vous choisissez la bleue ou la rouge. Bon, et puis ce champ, il est lié à une notion de mémoire aussi. Donc, un champ, c'est aussi une mémoire. Et donc là, alors, on a repris, Akasha a été repris, Elena Petrovna Blavatsky, c'est lié à la doctrine secrète, donc on est en pleine théosophie fin du 19e. Et donc, c'est un ouvrage très intéressant, la doctrine secrète, je ne sais pas si vous l'ont lu, c'est un sacré pavé à lire quand même, avec des mots dont les définitions ne sont plus les définitions actuelles, donc c'est un peu compliqué, parce que plusieurs mots, vous croyez comprendre, mais en fait, les mots ont changé depuis. C'est pas facile. Et puis, il y a eu une continuité avec tout ce mouvement théosophique, avec Charles Leadbeater, où il a commencé à parler d'enregistrement akashique. Et après, il y a une continuité avec l'anthroposophie, avec Rudolf Steiner, les chroniques akashiques. Donc, on a toujours ce mot akasha qui revient. Et puis après, c'est parti avec Jung sur l'inconscient collectif. En fait, ils parlent tous exactement de la même chose. Donc à la fin, si vous êtes psy, si vous êtes ésotérique, si vous êtes scientifique ou peu importe, il y a chaque fois un mot pour désigner la même chose. Et puis il y a d'autres noms. Alors, vous voyez les annales, les dossiers de mémoire, les archives, les recueils, la bibliothèque. Et puis c'est un peu une grande mode maintenant d'aller faire ces annales akashiques chez les gens qui se branchent sur on ne sait pas trop quoi. Et qui vous racontent plein de trucs qui sont quand même assez intéressants, assez bluffants, il faut le dire quand même. C'est une expérience d'aller voir ce genre de personnes. Mais moi, je m'y suis mis, puisque j'ai créé un module spécial pour Emmanuel qui s'appelle Akasha et qui permet de le faire. Voilà, il est fait, mais le module n'est pas encore sorti. C'est simple, tout est résonance, tout est relié et tout est dans tout. En fait, il y a plein d'autres lois, mais elles sont associées à ça. Donc le rapport avec le monde intérieur et extérieur, c'est lié à la loi de résonance. Donc tout ce qu'on vit est en relation avec la réalité extérieure, on va dire objective, qui nous fait miroir de ce que l'on vit. Et puis on l'appelle aussi loi d'affinité ou loi d'attraction, ça fait partie de ça. Le tout est relié, c'est indépendant de l'espace et du temps. Ça revient au non local. Et puis c'est la loi d'intrication.
Et puis tout est dans tout, c'est le Grammy, donc chaque partie le reflète. Il y a plein de thérapies là-dessus qui font que chaque partie du corps, elle reflète l'ensemble du corps. Donc, voilà. Donc ces trois lois, moi j'en vois pas plus, pour moi tout est un petit peu dit là-dedans, quoi. Et puis aucune information ne disparaît jamais. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qu'on vit est toujours inscrit, du moment qu'il y a un peu d'émotion, c'est resté inscrit, et on peut retrouver. Alors moi, je fais des bilans aux gens, je vois plein de trucs en disant « vous arrivez ça, 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 il s'est passé ça ». Ça ouvre des dossiers, et les gens me disent « ah, mais c'est tous les dossiers que j'ai travaillés, c'est réglé depuis longtemps ». Ouais, en général, c'est pas réglé depuis longtemps. Ils sont toujours d'actualité, quand je pose des questions, après, on voit bien que c'est pas réglé. Et puis, ça veut dire que l'information est toujours là, de tout le vécu de la personne. Avec plus de 10 000 bilans, je peux vous dire que j'en ai vu des trucs et j'arrive à dater des choses. C'est toujours assez impressionnant. Donc, je ne doute absolument pas. Donc, c'est une certitude, une conviction intime, comme on a vu dans la démarche mystique, qu'il y a bien une information, qu'elle est toujours là, qu'elle peut être réveillée par résonance, c'est la loi, avec le vécu de ce qu'on vit à l'instant. Par exemple, si il y a une question de justice, il y a une blessure d'injustice. Mais si on manque de quelque chose, il y a une blessure de manque qui se réveille et la blessure d'injustice disparaît. C'est le manque qui va prendre le relais. Et puis l'ADN, parce qu'à la fin, ça s'inscrit dans l'ADN. L'énergie, alors l'ancien paradigme, enfin c'est le paradigme actuel, hein. Donc on a le Soleil avec son rayonnement, la Terre avec aussi un rayonnement plutôt infrarouge, et entre deux, l'alimentation. Donc le paradigme actuel dit que 80%, 80% pour les Français, c'est la nourriture qui fait qu'on a de l'énergie, qui est ensuite oxydée, qui fait par un système de respiration cellulaire qui nous donne l'énergie. Bon, après, j'ai quand même rencontré quelques personnes qui ne mangent pas depuis 4 ans ou 7 ans. Je me suis dit, il y a quand même un petit problème. Il y a un truc qui ne va pas dans cette théorie, parce que vu qu'ils ne mangent pas, et que certains même ne boivent pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans la théorie. Et donc, alors le nouveau paradigme, il y a toujours le Soleil et la Terre, ça c'est clair, c'est les deux sources les plus importantes. Voilà, le Soleil c'est les photons, la Terre c'est les infrarouges, en gros, pas que, mais surtout. Et puis il y a l'eau, et cette théorie est basée sur l'eau, et que c'est l'eau qui, à travers sa structure, va faire que ça génère des vortex, et que ces vortex vont prendre l'énergie qui est dans le vide, c'est l'énergie du vide de Greg Barden et tous ces gens-là, et que ça va fournir des électrons. Et puis il y a un principe avec les neutrinos, ça c'est le Constantin Mail, avec les neutrinos, que le corps est capable de transformer les neutrinos, et il appelle ça neutrinolyse, et de produire des électrons. Donc, si on dit, si on ne mange pas, et qu'on vit toujours, et qu'on n'a aucune carence, c'est bien que ces gens-là, ils n'ont pas de carence du tout. Ça veut dire que le paradigme actuel n'est peut-être pas juste. Le rôle de l'eau. Alors, dans le rôle de l'eau, on a en haut, j'ai mis le champ quantique, en bas la matière, et puis on a la vibration du vide en haut, et ça finit dans les particules. Et l'eau va faire l'intermédiaire entre le champ quantique et transformer l'énergie qui vient du cosmos, du soleil, de la terre, le transformer. Le champ quantique, en fait, il est partout, hein. C'est ni le soleil ni la terre, mais c'est l'ensemble de l'information. J'ai mis en parallèle la mémoire, puisqu'on a en haut ce qu'on appelle mémoire akashique, c'est le champ quantique. La mémoire de l'eau, voilà, les scientifiques disent que l'eau n'a pas de mémoire, mais l'eau a bien une mémoire. Et la mémoire cellulaire qui est plus dans la matière et donc dans le corps. Et puis cette eau, elle a plein de noms différents, on appelle l'eau quantique, ou le cristal, il y a plein. Moi je préfère le nom eau structurée, j'aime bien la géométrie, du coup je trouve que voilà, ça fait une espèce de tétraèdre qui s'imbriquent les uns dans les autres. C'est ce que j'aime bien de cette théorie de la géométrie de l'eau. Les clusters qui sont faits dans l'eau. Ici, c'est un peu le même schéma, mais c'est lié à la conscience. Donc, la conscience personnelle qui est liée à l'observation du monde. En haut, on a la supraconscience. En bas, c'est juste les pensées. Les pensées ne sont possibles que s'il y a un cerveau. Le cerveau, c'est de la matière. Mais à l'origine, tout en haut, il y a une supraconscience.
Et ensuite, on a au milieu la conscience qui est liée aux photons et aux électrons. Moi, j'ai toujours dit que tout ce qui tourne génère de la conscience. Or, les électrons tournent. Et dans le corps, on appelle ça les biophotons. Et l'eau permet le contact, c'est-à-dire que les photons qui sont dans l'eau permettent de s'ouvrir au champ quantique ou de descendre l'information de la matière, ça va dans les deux sens. Et l'eau devient vraiment l'élément crucial dans tout, dans l'énergie, dans la conscience, à tous les niveaux, c'est l'eau. Il y a plein de gens qui ont dit que l'eau était importante. C'est une matière qui est vraiment spéciale parce qu'elle a des propriétés physiques que nulle autre matière n'a. Dans la conscience, on a une conscience délocalisée, c'est-à-dire que c'est hors du temps, hors de l'espace. Ça, on connaît quand on fait des soins à distance, évidemment que voilà, c'est pas une molécule qu'on envoie par la poste, on est bien d'accord. Et donc, on sait que ça fonctionne très bien pour en avoir fait beaucoup. Donc quelque chose qui permet de se délocaliser et puis aussi de gérer dans le non-temps. Ça veut dire qu'on peut aussi voyager dans le temps, aller dans le passé, dans le futur. En fait, ma théorie, c'est que, par exemple, pour guérir, on peut faire une guérison à distance, mais on peut aussi aller dans le futur, voir un futur où on est guéri et ramener le futur où on est guéri dans le présent. Et on guérit dans le présent. Je sais, ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais à mon avis, il y a énormément de thérapies et de possibilités qui existent maintenant si on admet qu'on a cette conscience qui est délocalisée. Et puis il y a la conscience locale, c'est celle qui dépend du temps et de l'espace, donc ça c'est le ici et maintenant. On peut aussi faire des choses dans le ici et maintenant, bien entendu. Donc les deux sont possibles. Dans la conscience locale, on la répartit en trois. Une conscience mentale, qui est plutôt liée aux pensées ou aux désirs. Une conscience émotionnelle, les émotions et sentiments. Une conscience corporelle, les émotions et ressentis. Donc on la divise en trois. Là, c'est pour expliquer un petit peu plus en détail avec cette histoire de champ quantique et de la cellule, et qu'il y a en fait une vibration, que l'eau extracellulaire permet de faire le lien entre le champ quantique et la membrane. La membrane elle-même comprend des protéines et donc des molécules qui contiennent l'information. L'information, je le dis depuis déjà très longtemps, c'est lié aux électrons qui sont sur les protéines, la disposition des électrons, et aussi le fait que des éléments, des parties de ces molécules tournent sur elles-mêmes. Et quand les particules tournent sur elles-mêmes, elles contiennent l'information, et puis elles génèrent de l'information, elles envoient l'information plus loin, donc elle repart dans l'eau extracellulaire qui renvoie à toutes les autres cellules. Et le corps communique en fait par ce système de transmission par ce qui est sur les molécules. La membrane elle-même, elle prend une forme, sa géométrie change en fonction des informations du champ quantique. Elle transmet la vibration à l'ADN à travers l'eau intracellulaire qui elle-même, que l'ADN va inscrire en fait cette mémoire. Voilà un petit peu comment ça peut fonctionner. Et puis à côté, c'est juste pour expliquer qu'en haut, il y a une mémoire akashique, il y a en bas le corps, donc les cellules et l'ADN. La communication entre les deux se fait à travers les émotions et les sentiments. S'il n'y a pas d'émotions et pas de sentiments, le lien entre les mémoires akashiques et l'ADN est coupé. Donc il faut que quelque chose puisse s'exprimer, si l'ADN peut s'exprimer que s'il y a quelque chose d'émotionnel qui fait le lien avec la mémoire akashique. Voilà, et puis j'ai dit que la vitesse de giration des électrons, bien sûr, que dépend de la qualité de l'eau, d'où l'importance des eaux dynamisées, restructurées, etc. Enfin, j'en parle depuis très très longtemps, puisque moi j'ai ça depuis bientôt 30 ans, système de dynamisation, d'osmoseur et tout ça. Et puis, la qualité des échanges avec le champ quantique dépend de cette vitesse de rotation. Donc, plus l'eau qui est dans le corps est structurée, plus vous accédez aux informations du champ quantique. Donc la médiumnité, tous ces trucs-là sont accélérés, les perceptions sont accélérées
grâce à ça. Donc on a un degré de conscience qui est plus élevé si ça tourne plus vite. Bon, ça reste des théories, hein. Tout ça c'est, voilà, moi c'est ce que je pense. Après, bon, sûrement que vous faites des liens avec ce que vous vivez et que finalement vous avez déjà remarqué ce genre de choses à travers des pratiques diverses. Là c'est un autre domaine, mais c'est que ces cristaux d'eau qu'on appelle des cristaux liquides, c'est vraiment de l'eau, hein, voilà. Eh bien, si on les mélange avec le collagène, on obtient ces cristaux liquides. Ces cristaux liquides se retrouvent essentiellement dans les fascias, la membrane cellulaire et dans l'ADN. Et puis, vous avez, là j'ai mis deux schémas, un schéma qui est fluide et un schéma qui est en résistance. C'est des mots que j'utilise assez fréquemment. Donc le schéma fluide fait que, en fait, il y a un mouvement de giration et que, vous savez, il existe ces verres que vous changez la tension électrique et ça devient opaque ou transparent. Vous avez peut-être déjà vu. Ben, c'est le même principe dans le corps. Et donc, si ça devient fluide, il y a un échange avec le champ quantique et donc ça devient transparent et le lien entre le champ quantique et les cellules peut se faire puisque en fait, cette eau devient transparente, elle laisse passer l'information. En général, ça permet de libérer des mémoires. Dès que ça toxifie le corps, c'est les signaux lisses avec les nanoscopes, c'est le champ de torsion droit en géobiologie, c'est tout ce qui est lié à l'ordre et l'alignement. Plus il y a d'ordre, plus il y a d'alignement. Il n'est pas que juste dans les chakras et dans les corps subtils, c'est carrément dans l'eau qui est dans le corps. Et ça vous donne un sentiment de légèreté, vous dites « Ah, c'est une vibration qui est positive !» Voilà. Et puis à l'inverse, quand il y a une résistance, ça veut dire que les cristaux liquides deviennent opaques et ne laissent plus passer l'information du champ quantique. Alors il y a tout qui se bloque, il y a du stress, il y a pas le stress cellulaire, c'est mesuré au GDB. Il n'y a pas d'échange qui se fait entre le champ quantique et les cellules. Ça crée plein de résistance, on a plein de douleurs dans le corps, on sent après, on commence à se tordre et on voit les gens toutes les années sont tout tordus. Ben, ça a toujours créé des tensions du même côté. Ces signaux excités à Emano, les champs de torsion gauche en géobiologie, qu'on se coupe des choses parce qu'on sent que c'est négatif. D'ailleurs, on dit que c'est une vibration négative, on se sent lourd, et puis ça crée plein de désordres de décalage, que les champs d'énergie se décalent, que les chakras se décalent. Voilà. Les cristaux d'eau sont plutôt en forme tétraédrique, qui tournent sur eux-mêmes et produisent des vortex, et c'est ça qui fait en fait l'échange d'informations avec le champ quantique. Voilà. La dilatation, c'est clair que plus ça tourne, plus c'est ouvert, plus c'est transparent, plus ça dilate. Donc ça c'est en bioénergie, plus votre champ vital est grand, plus vous êtes transparent aux informations. Alors c'est un inconvénient, parce que ça veut dire que vous captez tout. Plus le champ est dilaté, plus vous captez. Le mot, ça vous donne des profils d'éponge. Donc il est clair que voilà, il faut trouver le juste milieu entre les deux, entre quand même résister un peu à ce qui est négatif et puis laisser passer ce qui est positif. C'est pas toujours simple. Dans notre société, il y a bientôt plus des trucs négatifs, donc ça devient compliqué, quoi. Entre les ondes électromagnétiques et tout ça, c'est compliqué. Voilà. Et puis l'augmentation de l'énergie vitale donne aussi une densité. Donc en même temps, ça offre une protection. L'idéal, c'est que les deux augmentent en parallèle, c'est-à-dire dilatation et augmentation de la densité. Comme ça, on peut tout capter en étant quand même protégé. Mais c'est pas facile, j'ai toujours pas trouvé l'équilibre. Ça, c'est la tripartition. Je vous ai dit que j'avais bien divisé par 3. Donc, c'est pas lié, chaque colonne est séparée. Hein, c'est pas information égale esprit égale pensée. Nous, on a l'information, l'énergie, la matière. Moi, j'aime bien dire que c'est E égale MC carré. E, c'est l'énergie. Non, C, c'est l'énergie. E, c'est l'information. M, c'est la matière. Et puis, vous avez esprit, âme et corps. Et dans le corps, on peut décomposer entre les pensées, les émotions et les molécules. C'est-à-dire que les pensées, quand on juge des événements, ça génère des émotions, les émotions produisent des molécules qui restent dans le corps. Et après, en fait, quand on mesure les gens, on voit qu'ils sont toujours en colère. Et ils vous disent, mais non, je ne suis pas en colère.
Ils disent, mais si, ils sont comme ça. Mais non, pas du tout. Donc, mais ils sont quand même en colère. Et donc, si on est sensible, on capte la colère des gens parce que les molécules qui sont dans le corps de la personne émettent une information que vous captez. Et donc, alors il faut soit changer les molécules, soit vous changez les pensées qui ensuite changent les molécules. Mais il y a une inertie dans les molécules, ça veut dire que ça va rester. Juger quelque chose qui vous met en colère, c'est très rapide, mais après, pour se débarrasser de ça, c'est plus long. Puis au bout d'un moment, ça va s'inscrire dans l'ADN, puis vous continuez à produire la même molécule qui contient toujours la colère. Vous la transpointez de génération en génération. C'est une boucle rétroactive entre les pensées et les molécules. Et alors après, les molécules qui sont dans le corps génèrent des émotions, et puis du coup, vos pensées changent. Donc ça va dans les deux sens. Ça, c'est pour faire une illustration de l'idée à la réalisation. Parce que les gens disent toujours « Ah mais oui, j'ai un projet, mais il ne se réalise pas, j'ai un problème. » Et quand on mesure les gens, on voit que là où est le problème dans le corps de la personne, on peut dire là où est bloqué le projet. Quel que soit le projet, quelle soit l'idée, une construction, n'importe quoi. Et donc, l'organe concerné, c'est le cortex somatosensoritif. On est dans le pourpre. Le pourpre, c'est la couleur qui fait le lien entre tout en haut et tout en bas. Mais on voit qu'à chaque étage, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, le projet s'arrête, quoi. Donc là, j'ai fait, c'est par chakra, en fait. J'ai pris un élément par chakra. Décomposition en 16. Et, donc, et à la fin, le projet, ben, tout en bas, il n'avance pas. Hein, c'est avancement par les pieds. Et donc, si par exemple, quelqu'un a une idée, mais qu'il n'a pas de moyens financiers, ben, la réalisation, elle est impossible, quoi. Juste parce qu'il y a un manque à un moment donné, quoi. Et je vois tout le temps chez les gens, là où sont les manques, les blocages, c'est vraiment là où le projet va s'arrêter, quoi. Et c'est totalement prévisible, quoi. Donc il y a des gens, je vois, il y a tellement de blocages, ils ont plein d'idées, ils veulent faire plein de choses, ils veulent changer de métier, puis je leur dis, bah écoutez, je crois que vous n'allez jamais changer. Donc ça ne va jamais se réaliser, parce que si vous ne travaillez pas sur vous-même et que vous ne changez pas ça, et que vous donnez fluide du haut en bas, l'effet bobine qui fait accélérer les choses, l'idée ne passe pas à la réalisation, quoi. Ça, c'est pour parler de la mémoire akashique. En fait, il y en a, c'est une somme aussi de l'inconscient collectif. Et donc la somme des gens, donc il y a votre inconscient qui va nourrir une partie de vous qui va dans le champ quantique, et puis il y a aussi tous les champs quantiques de tout le monde. Et ça devient un énorme truc qui est une mémoire collective, alors par peuple, par société, par culture, voilà, il y a une mémoire à chaque niveau, quoi. Vous vous rappelez, j'avais parlé de la famille, du sociétal et puis de l'humanité. Et donc il y a des karmas à différents niveaux qui vont se retrouver là-dedans et qui vont influencer. C'est-à-dire que vous influencez aussi, mais vous êtes influencé par cette mémoire collective puisque tout va dans l'akasha et après vous êtes tributaire. Ben voilà, en Suisse, il faut travailler, c'est l'égrégore du travail, et donc l'égrégore de la ponctualité aussi. Mais il est en train de se perdre parce que il y a de moins en moins de Suisses et les trains sont de plus en plus en retard. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui change. Regardez la réalité, voyez comment elle change par rapport à la mémoire collective. Donc, peu à peu, il y a des choses qui se dégradent et qui changent, quoi. Là, c'est un peu plus complexe. Il y a deux schémas, hein, parce que oui, personne. Il y a le schéma de droite qui montre le champ quantique avec une personne qui a une problématique. On va dire que c'est un truc au foie, et qu'ensuite elle a de la descendance. Donc on se dit, ah oui, si je fais le travail, c'est bon, ce sera fait pour mes enfants. Ben, oui et non. En général, c'est non. Enfin, s'ils vivent avec vous, peut-être qu'il y a une interaction qui se passe, mais s'ils ne sont plus avec vous, en général, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'ils vont revivre le même truc. Vous dites, ah ben alors, si je fais quelque chose, ça fera pour mon enfant, ça va se transmettre, mais ce n'est pas vraiment le cas. Et souvent, l'enfant, il refait son expérience, il a les mêmes problématiques que les parents. Parce qu'il y a une transmission qui se fait à travers l'ADN, hein, puisque j'ai dit que l'information du champ quantique descendait dans les cellules, et voilà. C'est d'autant plus entretenu que le milieu est le même.
Vous vivez avec vos parents, vous mangez la même chose, vous êtes au même endroit. Il y a plus de chances de reproduire un schéma que si vous décidez de partir. On le voit avec les jumeaux, quand il y en a un qui reste dans la famille, puis un qui part à l'étranger, qui vit autre chose. Ils ont le même ADN, mais ils ne développent absolument pas les mêmes maladies. Je vois même dans une descendance qui n'est pas biologique, ça veut dire des enfants qui sont adoptés, qui ont la même maladie rare que les parents adoptifs, alors qu'il n'y a pas de transmission d'ADN. Mais c'est juste que ça passe par autre chose. Soit c'est pas de bol, ils ont pris quelqu'un, ils ont une chance sur 100 000 de tomber sur un enfant qui a la même maladie qu'eux. C'est à mon avis assez peu probable. Statistiquement, j'y crois pas trop. Mais l'information est dans le champ quantique. Et toute la famille, ceux qui ont le problème, ils nourrissent ce champ. Et l'information passe par le champ quantique, par résonance. Et si l'enfant vit la même chose, parce qu'il vit avec ses parents adoptifs dans la même famille, ils mangent la même chose, et donc il a plus de chances d'entrer en résonance avec les mémoires des parents, et donc il va attraper, entre guillemets, parce qu'on ne l'attrape pas, donc il va attraper la même maladie, quoi. Des fois, j'ai vu des cas, c'est vraiment hallucinant de se dire, mais comment l'enfant peut avoir la même maladie, quoi. À mon avis, il y a des mécanismes qu'on ne connaît pas, qui sont liés à l'épigénétique, parce que c'est l'épigénétique, en fait, ce champ quantique, ces résonances. Parce que l'ADN, on va dire que c'est plus génétique, quoi. Moi, à la limite, je pense que même l'ADN ne transmet rien du tout. C'est que la mémoire. J'ai l'impression que c'est que ça. Que tout passe par le champ quantique, et que le champ quantique active l'ADN ou pas. S'il active l'ADN, ben on va dire que c'est génétique. S'il n'active pas, on va dire, ah, alors c'est épigénétique. Puisque les médecins, ils ne savent pas, les scientifiques, ils ne savent pas comment expliquer le truc. C'est à force de voir des cas un peu bizarres comme ça, d'enfants adoptés, que je me suis rendu compte que les théories n'étaient pas tout à fait justes, quoi. Et puis l'autre exemple, c'est quelqu'un qui est enfant qui devient adulte. Alors là, on passe par la mémoire cellulaire, donc c'est une information qui est dans l'autre, dans le corps, qui garde cette information et qui peut être réveillée ou amplifiée en fonction des événements de la vie. Donc je vois beaucoup avec les femmes qui ont des problèmes avec leur mère et qu'ensuite, lorsqu'elles ont des enfants, il y a tout qui se rative, elles ont plein de maladies, des fois elles ont des maladies d'enfance, elles chopent la rougeole, elles chopent la varicelle, alors qu'il n'y avait aucune raison, c'est juste parce que le fait d'avoir des enfants réveille leur enfance et donc remet en résonance tous les trucs non réglés de leur propre enfance. Et des fois je vois avec les gens, ça saute une génération. Ça veut dire que la personne a la même maladie que la grand-mère. Et là, donc, il y a l'effet des mémoires comme il y a avec l'ADN, et bien sûr, l'élément important qui est le lien avec le champ quantique, et donc l'information qui reste, puisqu'elle ne s'efface jamais. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit il faut couper la résonance pour ne pas être connecté au champ quantique, c'est une possibilité, ou monter dans le champ quantique pour changer l'information, pour que quand on se connecte, on n'y voit la résonance avec le problème, quoi. Donc ça, en théorie, si on part dans le champ quantique, on pourrait avoir des guérisons miraculeuses, comme la science le dit, elle n'explique pas. Ça veut dire qu'ils sont montés dans le champ quantique, qui est hors du temps, hors de l'espace, et donc qui est à quelque part un non-temps, qui peut être un passé ou un futur. Donc on peut être malade à cause de quelque chose qui s'est passé dans le passé, qu'on a somatisé et qu'on vit ensuite plus tard dans le futur. Je pense même qu'on peut être malade de quelque chose qui va arriver dans le futur. Ah oui, là je sais que ça fait... Oui, c'est bon, là, mais pourquoi pas s'il n'y a pas de temps? À la limite, ça peut être, on peut être malade de quelque chose qui va nous arriver dans le futur et qu'on va somatiser plus tard, et qu'on somatise maintenant. Vous voyez, comme je disais, la conscience quantique, elle ne dépend pas de l'espace, elle ne dépend pas du temps. Du coup, ça ouvre la porte à plein de choses inimaginables que notre cerveau il a un peu de la peine à s'imaginer et puis à se dire oui, ben c'est ça, quoi. Et la seule loi qui est entre les deux, c'est chaque fois la résonance. Donc on entre en résonance avec le champ quantique ou pas. Ça, je voulais parler de l'effet miroir. Je reviens au champ vital,
Ça, c'est plutôt un peu mes premiers livres. Et donc, le champ vital, c'est une manière d'échanger de l'information avec l'extérieur. Alors, bon, bien sûr, on a vu avec le champ quantique, et puis voilà, mais en même temps, l'information avec les autres. Donc là, on dit 2 personnes, et donc il y a un échange d'informations. Et puis, plus vous avez un champ quantique, un champ vital qui est grand, plus vous allez englober un espace, et plus vous allez entrer en interaction avec tout le monde. En plus, si votre conscience est élevée, le champ vital est pas très dense, vous allez tout capter, puis vous serez mal, quoi. Du coup, être dans une foule devient un peu compliqué, puisque vous captez tout. Mais il y a un échange d'informations, c'est-à-dire que vous envoyez de l'information, et les autres vous envoient de l'information. Bon, évidemment que si tout le monde est triste, bah, ce sera dur d'être joyeux, parce que vous captez l'ensemble de la tristesse. Alors, il y a après des réactions en fonction de cet échange. Les réactions sont au niveau des pensées. Tout d'un coup, vous arrivez dans un endroit, vous dites c'est drôle, je pense à quelque chose. Moi, nous, on voit bien quand on monte au chalet et puis quand on redescend, on arrive toujours un Poche-Valère dans les Hauts-de-Blenay. Et là, nos pensées changent. On commence à avoir une discussion qui n'est plus la même. Donc, on n'a pas les mêmes sujets selon qu'on est au chalet et qu'on est à Blenay, quoi. Et il y a une limite à quelques cent mètres près, c'est toujours là que nos pensées changent. Et quand on va à l'étranger dans certaines villes, on capte un peu ce qui se passe dans la ville, on capte les pensées des gens, et on voit les sujets d'inquiétude, c'est-à-dire les peurs des gens, et on sent les peurs des différents pays, et dès qu'on passe la frontière, c'est-à-dire que le fait de traverser la frontière, c'est pas que le champ d'information s'arrête à la frontière, on est bien d'accord. Il n'y a pas de douanier terrible qui empêche de passer. Mais quand on arrive à la frontière, on dit tiens, on arrive en France, et là, du coup, on crée une résonance avec le champ quantique de la France. Même quand on est en Italie ou ailleurs, on se connecte à ça et on sent les inquiétudes des gens. Ben, ce n'est pas les mêmes que la Suisse et la France, hein, l'Italie non plus. Après, il y a les émotions. Donc là, cet échange peut se faire, on a des réactions. On ne comprend pas pourquoi on est triste, pas pourquoi on est angoissé, pas pourquoi on est en colère, parce qu'il y a une salle qui est en colère, donc voilà. Et c'est ce qu'on capte. Et puis les sensations. Vous voyez, les pensées sont liées, en fait, esprit, émotion c'est à l'âme, sensation c'est au corps. Donc on va capter des choses, qu'on se dit, c'est bizarre, j'ai envie de nettoyer là, oh, oui, il faut que je fasse ça. Donc, parce qu'on sent qu'on est avec des gens et que ça ne va pas, alors on fuit. On ne sait pas pourquoi on est parti, mais le corps nous a dit que c'est inconscient, qu'on n'est pas bien avec ces gens-là et on a envie de fuir. Et chaque fois, l'envie de fuir, c'est lié à des réactions inconscientes du fait qu'il y a un échange avec le champ vital des autres personnes, quoi. Voilà. Je crois que je n'ai pas plus de choses à dire avec ça. Oui, j'ai mis les peurs collectives parce qu'il y a aussi non seulement le champ vital, mais il y a aussi ce qui est plus haut. Alors plus haut, j'ai mis le champ quantique, j'ai mis causal, parce que c'est ce qui est juste au-dessus de la tête. Moi, des fois, je vois des boules des gens au-dessus de la tête, et je vois les peurs, et je vois que dans cette boule, c'est pas que leurs peurs, c'est des peurs collectives, et puis ils sont connectés toujours à ces peurs collectives, qui après descendent de leur champ vital et génèrent des réactions, des fois un peu stupides, mais bon, c'est comme ça, c'est leur peur. Et donc il y a aussi un échange qui se fait plus haut au niveau du champ quantique. Voilà pour cet effet miroir. Alors, en bas, j'ai mis que plus on émet d'énergie, plus on crée d'échanges avec les autres. Ça passe par les photons. Quand on mesure au GDB, on voit les biophotons. Plus le champ vital est grand, plus on en émet, plus on est en interaction avec tout le monde et à grande distance. Et plus on capte. Le champ vital, il permet de révéler les mémoires. Ça veut dire que si quelqu'un a une information, par exemple, de manque, qui se sont toujours victimes, ben, ça rayonne en vous quelque chose. Alors, si vous avez des mémoires de manque, ça va les réveiller. Du coup, quelqu'un va dire « Ah ben moi j'ai faim », parce qu'il a son grand-père qui a crevé de faim. Donc, la personne est là, ben, elle a faim. Elle ne vous dit pas qu'elle a faim, mais vous captez. Donc, la réaction, c'est « Tiens, j'ai faim aussi. Pourquoi j'ai faim? Je viens de manger. Il n'y a pas de raison. » Mais c'est juste parce que l'autre est comme ça réveille votre mémoire de manque. Puis après, vous allez devant le frigo, vous ouvrez, vous regardez, vous dites « Pourquoi j'ouvre un frigo? » Il n'y a pas de raison. Puis vous le refermez parce que vous prenez conscience. La conscience est là, c'est de prendre conscience qu'en fait, ce n'est pas votre besoin,
c'était celui de l'autre à cause de sa blessure de manque. Parce qu'il a eu un grand-père qui a fait la guerre et qui a manqué beaucoup de choses, quoi. Et toutes les blessures sont réveillées comme ça. Et vos réactions, elles sont finalement extrêmement conditionnées par tout ça. Alors déjà qu'il y a les vôtres de ce que vous avez vécu, vous, il y a les vôtres de ce qu'ont vécu vos ancêtres. Les ancêtres à partir des parents, puis monter plus haut. Et en plus, il y a tous les gens qui vous côtoient. Donc à la fin, c'est un monde d'interaction qui est énorme, quoi. Et puis l'astuce, c'est de vraiment être connecté à votre corps, de savoir qu'est-ce que vous ressentez, quels sont vraiment vos véritables besoins, et puis pas suivre bêtement la masse qui pense, qui a peur et qui a ses blessures et que vous voulez les mêmes blessures, quoi. Voilà. Donc le paradigme holistique qui comprend les 7 plans, les lois, tout est résonance, tout est relié, tout est dans tout. C'est facile à retenir, c'est une petite formule assez simple, quoi. Il n'y a pas plus à savoir pour vivre sur Terre. Oui, c'est ça aussi, c'est le fait qu'on est vivant, qu'on est sur Terre. Bon, on fait des expériences que la science n'explique souvent pas. Et donc, il fallait chercher un petit peu ailleurs. L'eau structurée, ça crée tous les processus, y compris la conscience, et tous les échanges d'informations avec tout l'environnement et les autres. Et puis, les émotions, c'est ce qui permet cette cristallisation. Donc, si vous jouez les émotions, vous créez des cristallisations dans le corps, mais aussi ces émotions qui permettent de libérer. On accède au champ quantique en les transformant en les mémoires.